Initiating System 1. System 1 loaded. Nous sommes les IT Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles. Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre les IA. Rejoignez-nous, rejoignez la résistance et combattez à nos côtés. Suivez-nous et soyez prêts le moment venu. Il n'est pas trop tard. À bientôt pour la prochaine transmission. Eh bien le bonsoir. Bonsoir Osborne. Bonjour et bienvenue. On t'entend, c'est magnifique. Complètement improvisé. Non. On va parler un petit peu de la haute disponibilité. C'est un peu la journée à thème quand on voit que WhatsApp, Instagram, Facebook, en général, on va dire, c'est un peu cassé la gueule. Donc on va voir un peu quelles sont les solutions mises à notre disposition, nous, petits informaticiens de génie. Qu'est-ce que nous pouvons faire effectivement pour pallier à tous ces problèmes? Alors on va pas forcément parler de BGP, puisqu'à priori c'est un peu le souci là, mais on va plus parler d'infrastructure. Donc déjà, est-ce que si vous avez des questions, des interrogations, des suspicions, n'hésitez surtout pas. Vous avez dégainé avec Lemix notre plus beau tableau blanc. Je sais pas si t'es là, Lemix, du coup t'es de retour? Oui, tout à fait. En fait, ils m'ont déjà entendu, mais pas toi, parce que j'avais oublié de me démute du Discord. Voilà, c'est bon. En tout cas, on est tout bon. J'ai le tableau blanc en plein écran. On est lancé, on est parti. Et c'est effectivement le sujet du jour, la haute dispo, puisque moi-même, je viens d'avoir un appel d'un collègue, et justement, c'était encore une histoire de haute dispo. Eh ben écoute, on va être bien dans le thème alors comme ça. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va aborder plusieurs thèmes. Le but c'est que ça soit pas un cours, mais qu'on puisse illustrer un petit peu les différentes notions qui sont à notre disposition et prendre un petit peu les cas d'usage et nos retours d'expérience sur ce qui a pu déjà arriver, voir si il y avait des solutions en adéquation avec ces différents problèmes. Alors, peut-être avant de parler de solutions, déjà parlons du problème, peut-être, non ? Évidemment. Et le problème, quel est-il? Il peut être de plusieurs ordres, je dirais, non? Il peut être soit d'éviter la panne. D'éviter la panne, on parlera effectivement de plans de continuité d'activité. Donc c'est de la haute dispo en règle générale. Et après on va avoir des solutions de plans de reprise d'activité. Si effectivement tout est cassé, il faut repartir quelque part. 10 PRA dans un plan de reprise d'activité et 10 PCA pour plan de continuité d'activité. Exactement, effectivement, je pensais pas forcément mettre ça là-dedans, mais on va tout mettre. Bah écoute, vu qu'on y était, hein, si déjà on dit des gros mots, autant aller jusqu'au bout. Hein. Carrément. Eh ben écoute, dans les solutions en fait qui sont assez récurrentes, alors on va parler déjà un peu de la base, puisque notre audience est un petit peu jeune et tout le monde s'est dit tiens, je vais me faire un petit site internet. Jeune et moins jeune. Comment? Jeune et moins jeune, oui, faire un site internet, et ça. En tant que tout bon informaticien, on s'est tous dit tiens, on va en faire un petit dans un coin, quoi, histoire de quand même se mettre au langage de référence, un petit peu d'HTML, PHP, ASP. J'allais dire Java pour les plus vicieux, mais voilà. Moi j'aurais pas mis ASP, hein, parce que des gens qui font des sites en ASP, ils sont pas nombreux, mais on va pas être d'accord là-dessus. Une techno qui a percé hein, quand même. Elle a tellement percé qu'elle est passée de l'autre côté, ouais. C'est exactement ça. Mais sinon, ouais, dans les grandes lignes, en fait, quand vous avez un site internet, bah, vous aimeriez potentiellement donner de la haute dispo à votre site. On n'est jamais à l'abri, effectivement, de faire un petit update et que tout se casse la gueule en mode mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Bah alors oui, justement, quels sont les types de problèmes qu'on peut rencontrer? Bon, alors évidemment, bah déjà il y a le problème matériel. On peut avoir effectivement un disque dur qui crache. Un processeur qui surchauffe, une alim qui s'éteint, enfin il y a des... Il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi, un chat qui mord de la prise. C'est ça. Après, bah évidemment, il y a le problème humain. Le problème humain, chez nous, on appelle le code ICC. Ouais, le code chaise-clavier, ouais. Interface clavier-chaise, ouais. C'est ça, ouais. Ça c'est un grand problème, souvent. T'as le code 30 aussi, le problème se situe souvent à 30 cm de l'écran. C'est vrai. Puis,
Effectivement, quand on a. Alors pour les problèmes matériels, hein, il y a plusieurs solutions, entre guillemets, si vous avez qu'une machine. La plus récurrente, on va dire, ça va plus être pour le disque dur, puisque pour le reste, ça va être un petit peu limite. Et pour le disque dur, on a notre ami le RAID, hein, qui nous permet de passer. Alors le RAID, pour certains, ça peut être de l'anti-moustique. Mais sinon, effectivement, c'est bien comprendre que le but, ça va être de donner de la haute disponibilité, entre guillemets, à nos données, hein, tout simplement, en ayant de la redondance sur les datas. Pour ça, il y a plusieurs solutions, hein. Typiquement, la plus simple, ça va être quand on a un premier disque dur, ça va être de faire du RAID qu'on va appeler du mirroring, qui va permettre en temps réel de recopier toutes les données de l'un vers l'autre. Et donc, en cas de coupure du premier, tac, le deuxième reprend la main de manière complètement transparente et vous permet de continuer à bosser. D'ailleurs, t'as des petites spécificités, toi, mais en tant que monsieur NAS, serveur à la maison, tout ça, des petites recommandations sur les disques durs ou pas du tout? Tu sais, sur le modèle, par exemple, parce qu'il y a des modèles qui sont plus faits potentiellement pour rester allumés de manière permanente, Tout et pas à fait. forcément pour n'importe quel disque du... Alors effectivement, c'est vrai que c'est bien que tu en parles et c'est important d'en parler. Il y a différentes gammes de disques durs et encore plus au niveau des SSD, c'est encore plus important. Ces différentes gammes et entre autres la gamme dite entreprise, qui a des noms différents suivant les constructeurs. Par exemple, chez Western Digital, c'est les VD Red, enfin Red, la couleur rouge quoi. Merci pour l'abonnement Vlademort et bienvenue à toi. Bon, voilà. On est passé... là, on va parler de magie un petit peu aussi. C'est ça. Et donc, en fait, comment elles sont catégorisées, ou plutôt comment elles sont déterminées, ces gammes, c'est surtout avec ce qu'on appelle le MTBF, c'est-à-dire le temps de fonctionnement moyen avant panne, pour résumer. Alors le nom exact, la définition exacte, je vais pas vous la donner, vous la chercherez si vous le souhaitez, mais en tous les cas, l'idée c'est ça. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on continue un petit peu sur le RAID? Ça intéresse quelqu'un, les différents formats de RAID? N'hésitez pas à nous mettre un petit mot. Sinon, on peut... tous les raids sont pas forcés de faire de la auto, si je puis dire. Non, c'est ça. Alors en gros, c'est le raid. On a Elodie Léo qui nous répond oui. Du coup, on va continuer. Oh, vas-y, on peut voir les principaux. Ouais. Donc t'as le raid. Alors moi je suis très nul en numéro. Le mirroring, c'est le raid 0 ou 1, je sais plus. Ouais, j'ai toujours un doute. Moi aussi, je dirais que c'est le 1, mais ouais, c'est ça, c'est le 1. En fait, j'essaye de le retenir en me disant que raid 0, t'as pas de copie, alors que raid 1, t'as une copie. Voilà. J'essaie de le retenir comme ça et ça marche à peu près du coup. Ouais, moi ça fait des années que je me repose la question à chaque fois. Ah mais pareil, mais à chaque fois je vérifie parce que donc le RAID 1 pour résumer, on a deux disques ou plus, mais c'est un multiple de deux forcément, et ce qu'on a sur l'un et sur l'autre. Jusque là c'est logique, c'est facile, pas compliqué. Là c'est un peu rapide et efficace. Alors après, faut juste considérer une chose, c'est que du coup par rapport à la volumétrie totale, du coup tu n'as oh putain, c'est censé être un 5. Tu n'as que 50% du volume utilisable. D'accord? Puisque tu vas utiliser que la volumétrie d'un disque. Voilà, tout simplement. Donc ça à retenir. Quand on a de l'argent, effectivement, si tu veux un disque de 1 Tera chez toi et que ça t'a coûté relativement cher par rapport à ton budget, il en faut un deuxième et tu mettras pas plus de 1 Tera sur la totalité, quoi. Puisque tout est recopié, donc tu as la même chose de gauche à gauche et à droite. Voilà, forcément. Et puis il faut savoir aussi que du coup on ne peut perdre qu'un seul disque. On ne peut perdre qu'un seul disque. Oui, du coup, c'est repère les deux. C'est ça, c'est le principe de ce raid-là. Effectivement, on va être très vite limité. Après, dans les raids qui sont sympathiques, mais qui vont pas forcément donner de la haute disponibilité, mais qui vont permettre d'aller plus vite, c'est ce qu'on va appeler le stripping. Donc le stripping, en fait, le but du jeu, ça va être simplement d'avoir plusieurs disques comme ceci. Et tu vas pouvoir potentiellement, alors il y a différentes sortes de stripping, mais tu vas pouvoir commencer par exemple par remplir le disque 1 et potentiellement le disque 2. En général, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un type de données qui va être, par exemple, ton premier fichier, il va être écrit sur le disque 1, et ton second fichier, il va être écrit sur le disque 2.
Ou tu peux même avoir le style en mode même ton fichier est divisé quand tu vas le copier, il va être divisé en deux. Une partie sur le premier disque, une partie sur le deuxième disque. C'est exactement le principe ça c'est le RAID 0 effectivement, dit stripping et effectivement l'objectif est de répartir les données parce que un disque dur classique en tout cas, un SSD c'est un peu moins vrai mais ça reste vrai quand même, c'est pas ultra rapide. D'ailleurs j'avais vu un truc super intéressant sur ça, je vais essayer de vous retrouver le truc d'ici tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Pour vous donner une idée de la lenteur finalement des disques durs et même des SSD par rapport à d'autres périphériques et par rapport principalement au processeur. Mais bon, donc le RAID 0, on écrit moite-moite et on lit moite-moite, ce qui permet d'aller 2 fois plus vite en lecture comme en écriture. Alors que le RAID 1, on va ni moins vite ni plus vite. En lecture éventuellement on peut aller plus vite. Après, le RAID 0, faut faire un petit peu juste attention à une petite chose. C'est que vu que tes données elles sont réparties à gauche et à droite, c'est-à-dire que si tu perds un disque, tu perds tout. Voilà. Ouais. Donc ça, le RAID 0, pas dingue. Par contre, oui. En tous les cas, si tu demandais avant les préconisations, déjà moi je dirais toujours avoir un disque de remplacement, ce qu'on appelle du spare, donc un disque de spare, et on peut même sur pas mal de machines ou sur des NAS un peu plus gros avec plus que 2 disques par exemple, on peut avoir un disque dit de hot spare qui automatiquement prendra la place d'un disque défectueux. Et écoute, pas mal, ouais. Je connaissais pas cette notion-là. Mais retenez juste que par rapport à ce qu'on vient de voir là, le RAID 1, si vous perdez un disque, ça continue de tourner, pas de souci. Sur le RAID 0, si vous perdez un disque, vous perdez le disque. Donc en fait, c'est comme si vous preniez votre disque, vous preniez un coup de hache pour le diviser en deux. Et voilà, en fait, c'est mort, il n'y a plus rien qui marche. Par contre, on va pouvoir faire, pour les fans de Dragon Ball Z, fusion RAID 1 et RAID 0. Ouais, c'est mon préféré celui-là. Donc le RAID 1 et le RAID 0, ça donne pas 0,1, mais ça donne le RAID 10, qui nous permet tout simplement d'avoir une série de disques, tac. En principe 4. Comment ? En principe 4 normalement. En principe 4. Après ça peut être plus, ça peut être 8, mais disons que c'est du coup comme il nous faut 2 groupes de disques. En fait c'est comme si on avait un RAID 1 et un RAID 0 qui vont combiner, donc il nous faut 2 disques pour un mode et 2 disques pour l'autre mode, donc ça fait du RAID 10. Alors du coup j'ai un doute sur ce que tu dis, mais alors vérifier. En gros c'est simplement ça va être ma baie de... Tout ça va être strippé. Donc ça va être le nombre de disques qui vont être en stripping. Et en fait, t'as un autre RAID, si je puis dire, qui lui, tac, et de là à là, c'est recopié. Donc en fait, ton RAID 0, ton RAID 1, il est là, et ton RAID 0, il est entre ceux-là. Et donc du coup, ça permet en fait tout simplement de faire du mirroring entre des groupes de stripping. Est-ce que tu vois un inconvénient à cette phrase ? Non, c'est bien ça. Et pour moi, du coup, j'avais pas la notion que tu devais avoir un nombre pair au niveau de... Ah si, ça de toute façon, le 10, le 1, le 0, c'est du pair. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et il en faut normalement 4 au minimum pour le RAID 10. Et 2 au minimum pour le RAID 0 et 1. Alors, le RAID 10, tu peux le faire sur 3 disques. Ouais, alors effectivement, techniquement tu pourrais, mais il faut que le contrôleur le gère. C'est pas hyper courant quand même. Alors moi j'ai eu que ça, donc c'est vrai que... D'accord, si ça existe. Ah oui, ça existe, ça, je te l'assure pour le coup. Et en gros, ça c'est le RAID 10, c'est la fusion du RAID 1 et du RAID 0, donc très bien. Encore une fois, comprenez que vous perdez la moitié du volume que vous allez mettre, tout le miroir. C'est pas vous le perdez, mais vous pouvez pas l'utiliser, il sera utile quand vous perdrez toute votre première grappe, entre guillemets. Et après, vous avez effectivement dans les trucs bien utiles, le RAID 5. Ouais. Et donc le RAID 5, le concept, c'est simplement, imaginons, on va partir sur 3 disques. Exactement, Tac. c'est ce que j'allais dire, il faut minimum 3 disques. Ouais, puisqu'en fait, on va tout simplement avoir un disque qui va être là pour la parité. Tac. Et donc, concrètement... Salut. Ce qui va se passer, alors je sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais c'est lorsqu'on va écrire par exemple une ligne ici, en fait cette ligne va être également recopiée sur
lui. Alors c'est même pas ça en fait, c'est t'as un tiers, je sais plus, bah du coup ça dépend du nombre de disques que t'as, mais en gros tu vas avoir par exemple un bit qui va être écrit ici, la suite du bit qui va être écrit là. Alors non, c'est même pas ça, je sais exactement. La copie de ce premier bit, elle va être copiée sur le deuxième disque. Le deuxième bit, il va être présent sur, faudrait que je change de couleur, il va être présent sur ce disque, et la copie de ce disque, elle va être copiée sur ce disque. Et donc du coup, si admettons tu as un troisième bit sur le truc, le troisième bit il va être là, et il va revenir copier ici. Et donc du coup, en fait, tu as un disque qui servira finalement à la parité, puisque si on en perd un, bah, c'est pas grave, en fait, toutes les données sont réparties entre les trois disques. Enfin, je veux dire, toutes les données sont disponibles au moins sur 2 disques. Ce qui nous permet, dans ce scénario-là, si admettons on perd ce disque-là, bah, vous pouvez voir que la copie du noir, elle est sur le 1, la copie du rouge, elle est sur le 3. Ça, c'est le RAID 5. Donc dans le RAID 5, en fait, ça va toujours, en gros, être n-1. Enfin, là, alors je sais pas s'il y a une règle avec plus de disques, mais par exemple, ici, effectivement, on peut perdre un disque, et c'est bon. Si on perd 2 disques, par contre, il faut bien comprendre qu'on perd l'intégralité de notre volume et on n'a plus aucune data. Alors par contre, quel est l'inconvénient de ce RAID-là ? Alors, vendu de base, alors après, ça a un peu tendance à disparaître, puisque les disques sont de plus en plus rapides, mais sur le papier, on va plus utiliser ça pour de la lecture que de l'écriture. Parce que sur l'écriture, en gros, bah, il doit gérer tous les bits de parité, copier à chaque fois tout sur 2 disques, machin. Et donc du coup, sur le papier, à l'époque, ça avait pour vocation à être considéré comme plus lent. Je sais pas si toi t'avais une autre. Ah non, mais c'est ça, c'est effectivement plus lent. Et puis surtout la reconstruction est longue en cas de panne, parce que il faut qu'il recalcule et régénère les données, alors que sinon il a qu'à les copier en fait. Donc c'est plus long qu'une copie en fait. Donc retenez bien que vous soyez en RAID 10, RAID 5 ou en mirroring en RAID 1. Retenez bien ce que Lemix a dit tout à l'heure. Toujours avoir des disques de spare. C'est-à-dire que lorsque votre contrôleur RAID c'est lui. Alors le contrôleur RAID, c'est lui qui gère effectivement la notion de RAID entre 2 grappes de disques. Et si admettons, par exemple, il y a un disque qui crache, vous aurez une petite loupiote qui va s'apparaître. Alors c'est bien aussi d'avoir des outils de monitoring qui va vous remonter ça et avoir des alertes en direct au niveau via un petit mail ou une notification ou autre pour vous notifier effectivement que le disque a craché. Il faut que vous soyez en mesure de le remplacer relativement rapidement. Je dirais même plus que c'est bien, je dirais même que c'est indispensable, parce qu'en fait, parmi les choses pour éviter les pannes, il y a entre autres la supervision, parce que si on a un système qui résiste à une panne, mais qu'on n'est pas au courant qu'elle a eu lieu, on a beau avoir résisté à une panne, si on en a une deuxième, on est foutu. Hein. Ouais, il y a surtout un truc moi qui m'a toujours un petit peu choqué entre guillemets, c'est que mes disques durs, quand tu vas les acheter chez Dell ou autre, tu vois. Mais en gros, c'est potentiellement des disques de la même série qui ont été construits de la même façon et que tu vas utiliser exactement de la même manière. Donc je me dis, s'il y en a un qui crache, des fois que les autres ils se sentent solidaires et qui se disent bon, on est de la même série, on a été fait pareil et qu'il y ait le même truc qui déconne dessus et qui crache aussi, ouais. Alors d'expérience, ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Dans ma carrière, pour l'instant, j'en ai quasiment jamais vu d'épidémie entre guillemets de disques qui lâchent en même temps ou à intervalles très rapprochés. Ouais, mais pour moi, c'est purement un problème psychologique, tu vois. Ouais. Je préfère en tout avoir des disques de séries différentes, mais... c'est sûr que dans l'idéal, c'est mieux, quoi. Si on peut, c'est mieux. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est pour on va dire les principaux. Après, bon, il y a les RAID 6 et autres conneries, mais... Oui, voilà, on peut même faire du 15, on peut faire... Enfin, il y a plein de... Maintenant, il y a plein de modes qui existent. Même du 50, ça existe aussi. Ouais. Mais pour le résumer, moi, à titre complètement perso, je trouve que le top, entre guillemets, ça reste le RAID 10, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Si on a le budget, autant faire du 10. Si on peut pas et qu'on veut juste garantir de la sécurité sans avoir le budget, sans avoir pas besoin de trop de perf, et qu'on a besoin de beaucoup de volumétrie, le 5 est le plus adapté finalement à des grosses volumétries. D'ailleurs, une petite notion, mais qu'on avait déjà abordée les dernières fois, mais que on peut redire très rapidement ici. Retenez bien que tous ces petits disques, ils sont reliés à ce qu'on appelle un contrôleur RAID. Donc c'est vraiment une carte qui va être branchée sur votre machine, et que potentiellement le contrôleur RAID, il peut cramer.
Donc si votre contrôleur RAID il est cassé, potentiellement vous retrouvez un petit peu stuck au niveau de l'utilisation de vos disques. Donc pensez potentiellement à avoir soit un autre contrôleur autre. Et c'est pour ça que moi j'ai pour vocation à utiliser, alors ça c'est quelque chose ce qu'on appelle des storage pools. Les storage pools c'est une petite technologie qui est au niveau de Windows et qui vous permet de faire du RAID logiciel. Donc potentiellement, il y a des trucs qui peuvent être, entre guillemets, malins. C'est-à-dire avoir un contrôleur RAID qui va vous faire du stripping, par exemple, sur vos disques, très bien, et utiliser Windows, ou faire l'inverse, comme bon vous semble, et utiliser Windows pour faire la copie entre deux contrôleurs RAID potentiellement différents, qui vous permet de pallier complètement au fait que votre contrôleur est éventuellement complètement HS, quoi. Et pour ceux qui préfèrent Linux comme moi, il y existe exactement la même chose avec entre autres ZFS ou le RAID intégré à Linux ou même à la limite avec LVM. C'est trois solutions au minimum qui permettent de faire ce genre de choses. Voilà, mais tu vois, c'est pas con quand même de le notifier, puisque ça, je pense que ça peut quand même... Le RAID logiciel, ça a quand même... Alors, je connais pas sur Linux, mais j'ai aucun doute que ça marche super bien. Mais effectivement, sur la partie Windows, le RAID logiciel, il marche plutôt très bien. Alors, par contre, l'inconvénient du RAID logiciel, c'est quand même que ça se repose sur les ressources de la machine, contrairement au RAID hardware qui décharge la machine. Bon, alors c'est avec des machines puissantes comme on a aujourd'hui, c'est un peu moins problématique que ça ne l'était il y a quelques années, mais en tout cas ça a quand même un avantage d'avoir du RAID matériel, au-delà du fait qu'on n'a pas à s'en préoccuper et que c'est transparent pour le système qu'il y a derrière. Au moins c'est plus efficace aussi en termes d'utilisation de ressources. Yes. Et en général, en plus, tous les contrôleurs RAID sont équipés d'un cache mémoire. Ça n'existe pas, à ma connaissance, des contrôleurs RAID sans cache mémoire, qui permet de garder dans une espèce de mémoire, pas une espèce, dans une mémoire, les derniers blocs écrits ou lus, et donc de permettre d'accéder beaucoup plus vite et surtout d'optimiser aussi les écritures. Plutôt que d'écrire plein de petits bouts, il les garde dans sa RAM et dès qu'il a suffisamment, il fait une grosse écriture, ce qui permet d'accélérer les écritures, quoi. Et les lectures aussi d'ailleurs. Ouais, en fait, finalement, au niveau d'une machine, on va avoir que ça en matière de haute dispo, que le RAID. Au niveau de la RAM, au niveau du processeur. Non, on a aussi au niveau réseau. On peut avoir le teaming par exemple. Ouais, le teaming, exactement. Donc c'est mettre deux cartes réseau dans un qui gèrent ensemble le même trafic et qui ont la même IP. Et pour résumer, pour le teaming, c'est ça. C'est un très bon résumé. C'est vraiment, on a une seule IP sur les deux cartes. Et du point de vue du système, les deux cartes sont vues comme une seule. Donc si admettons que vous avez 1 giga et 1 giga, ça vous fait une bande passante de 2 gigas. Non, il y a encore un autre truc aussi pour la haute disponibilité, c'est la double alimentation électrique. Pas con. Et nous on s'en sert systématiquement, c'est pour ça. Et quand on a double alimentation électrique, donc on branche idéalement une alimentation par exemple derrière un onduleur et une alimentation pas derrière l'onduleur, justement pour que si jamais l'onduleur soit en panne, ce qui peut arriver, ou qu'on ait besoin d'intervenir dessus pour changer une batterie, on a toujours notre alimentation qui continue à fonctionner. Ou l'inverse évidemment, qui est plus courant, j'ai plus de courant classique, j'ai toujours du courant sur mon alimentation qui est branchée derrière mon onduleur. Voilà, donc et souvent elles sont remplaçables à chaud. Après, l'onduleur, il a aussi une autre utilité, c'est qu'il régule le trafic. Le trafic, qu'est-ce que je raconte ? Le courant électrique. Au lieu que ça te fait une belle courbe sinusoïdale plutôt que d'avoir potentiellement des pics. Si admettons ton trafic est un peu perturbé. Ton réseau électrique. Et juste, parce que je pense qu'on va quitter les disques durs, non ? C'était ça l'idée ? On va quitter les disques durs, là, c'était vraiment la... Alors après, juste pour la culture générale, parce que sur du système distribué style Linux, Windows, voilà, les PC en général, effectivement on a parlé de toutes les solutions de haute dispo dans la machine, mais après il existe d'autres systèmes tels que par exemple chez IBM on a les mainframes, donc on va parler de ZOS, c'est les systèmes Z, et c'est des machines qui sont entièrement redondées à l'intérieur, c'est-à-dire que potentiellement tu peux avoir un pros qui crache, pas d'impact, ça continue, tu peux avoir de la RAM qui crache,
pas d'impact. En fait, toutes les barrettes, tout le système est complètement, j'allais dire, isolé. Tu peux avoir une panne, mais qui n'affecte absolument rien du tout. T'as de la copie du macho, t'as de la copie des informations du processeur qui sont répliquées. Enfin voilà. Bah, sur les PC, sur les serveurs classiques, ça existe quand même pas jusque là, mais on n'en est pas si loin finalement quand on est en double alim, contrôleur RAID avec plusieurs disques et qu'en plus on a plusieurs cartes réseau et qu'on rajoute encore dessus de la mémoire ECC, donc la mémoire à contrôle de parité pour justement s'assurer que s'il y a une défaillance de la mémoire, on puisse la détecter et qu'on évite la panne. Et encore, on peut même avoir, d'ailleurs j'ai déjà vu sur certains systèmes, 2 barrettes mais une espèce de RAID de barrettes mémoire, ça existe aussi sur certaines machines, donc voilà, on peut pratiquement tout doubler aussi quoi. Yes, et ouais, pour on y arrive, mais il faut quand même dire que la partie mainframe sur ça, IBM ils avaient quand même bien de l'avance quoi. Ouais, c'est clair. Et pour IBM il y a Module aussi, c'est ça. Pour la vitesse des disques que je disais avant, parce que je trouve que c'est vachement intéressant, je suis tombé sur une vidéo l'autre fois, je vais vous la partager après. Si on part du principe, mais c'est qu'une hypothèse qui est fausse évidemment, hein, que votre processeur il est capable de faire une copie d'une information, enfin d'un octet on va dire, par seconde, ce qui normalement est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide que ça le processeur, mais admettons qu'en une seconde il est capable de copier un octet. Dans le même pour la même donnée à copier, votre mémoire, il lui faudra la RAM, donc il lui faudra 4 minutes pour copier la même chose. Votre disque dur NVMe, donc la techno la plus rapide disponible à ce jour, il faudra 17 heures pour copier l'octet. Et si on est sur un disque dur classique SATA, donc qu'on trouve dans la plupart des machines même modernes, on est sur entre 1,5 jours et 4 jours. Et enfin si on a un disque dur plus ancien encore en IDE, là on est entre 1 et 9 mois pour copier un octet. Donc vous voyez la différence de rapidité entre le processeur et le disque dur quoi. Même en prenant un disque dur NVMe, on est enfin il faudrait faire le calcul, mais quelque chose comme 17 fois 60 fois 60 quelque chose comme ça, plus lent. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et donc je partage la petite vidéo qui devrait intéresser Elodie Léo entre autres sur Linux, la mémoire vive, qu'est-ce que c'est, mais ça n'explique pas que ça. Allez. Voilà, elle est partagée. Sur le chat du Twitch. Ah ok, bah je me mets sur Twitch. Voilà. Mais non, le but c'était pas qu'on la regarde maintenant évidemment, hein, parce que voilà. Ah, pardon. J'ai partagé le lien, bien sûr, t'inquiète. Ok. Oh, pas de soucis, j'étais chaud pour une petite vidéo. Ouais, mais on va pas piquer le travail et le diffuser. Les gens le regarderont s'ils le souhaitent. Ça roule. Donc du coup là on a vu comment finalement sécuriser rapidement une machine en tant que telle. Et maintenant, bon, si admettons notre machine est pour une raison X ou Y effectivement complètement morte, ou ça peut être un problème au niveau du système d'exploitation aussi de cette machine, hein. Là, toutes les mesures de haute disponibilité dans la machine qu'on a mis en place, si vous avez un virus, un crash system ou autre, ça y fera pas grand chose, hein. Derrière, faut penser à avoir des backups hein, quand même. Donc du coup, on va passer à une autre solution. Imaginez votre petit serveur web, il est content, il est là, il répond à tout, on a mis tous les trucs de haute dispo dedans, mais pour une raison X ou Y, il se met à crasher quand même. Bah, potentiellement, avoir un deuxième serveur, ça peut être éventuellement une bonne idée, hein. Non pas forcément pour que ce dernier reprenne la main au cas où le premier crash, quand bien même on peut le faire, mais on pourrait se dire tout simplement, tiens, on va faire travailler, par exemple là c'est notre box, on a le flux qui arrive, et on va mettre une requête à gauche, une requête à droite. Ça, en fait, pour faire ceci, ça s'appelle du load balancing. Donc le load balancing, ça nous permet de répartir la charge à gauche et à droite. Alors c'est important, je le notifie, que les deux serveurs aient exactement, si on parle du web, exactement les mêmes sites web. D'accord ? Donc il faut bien penser à copier les données de votre site de gauche et à droite. Et lorsque vous faites des mises à jour, pensez bien à mettre à gauche et à droite. Sinon il y a quelqu'un qui, un coup sur deux, il y a quelqu'un qui aura l'ancienne version de votre site. Ce serait dommage. Et pour faire ça, il y a deux solutions. Alors il y en a peut-être, il y en a deux côté Microsoft. Il y en a une qui est complètement à chier. C'est un truc qu'on fait depuis des années, qui s'appelle le NLB.
Donc le NLB, c'est qui veut dire Network Load Balancing. C'est une techno qui est disponible directement dans Windows Server. Ne l'utilisez jamais à moins que vous soyez très pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ces deux serveurs, chacun leur tour, ils vont en fait, il y a faut redire parce que c'est important. Le NLB, c'est une adresse IP pour les deux, d'accord? Les deux serveurs se partagent la même adresse IP. Donc comment ils font pour dire c'est moi qui ai l'IP, c'est moi qui ai l'IP? Et bah c'est tout simplement qu'ils vont broadcast comme des ports en Mac, en mode exactement de la même manière qu'on fait pour attribuer, pour mettre à jour la table CAM et potentiellement la table ARP, pour dire en fait c'est moi qui va gérer ça, c'est moi. Et en fait ils vont chacun faire ça, chacun leur tour. Donc en fait ça va vous sur toute cette zone là, ça va vous créer un gros broadcast. Donc c'est important en fait quand vous allez faire du NLB Windows avec Windows Server, d'isoler ces machines sur un switch complètement indépendant. D'accord? Ou potentiellement, éventuellement, mettre un hub qui broadcast de lui-même. Mais en gros... Mais c'est robuste au moins comme solution, on dirait. T'as dit quoi? Ça a l'air robuste au moins comme solution. Parce que ça veut dire aussi que si on en a un des deux qui tombe, quelque part, c'est pas trop grave. Parce qu'il parlera tout, il verra bien que l'autre ne dit plus jamais rien et il traitera tout. Absolument, c'est bien ça. Et en fait, de base, sur un truc comme ça, on va pouvoir dire, par exemple, le premier serveur gère 70% de la charge et le second 30%. Donc en fait, il y en a un qui broadcastera 70%, j'allais dire 40 fois plus que... pas 40 fois plus, 40% de plus que l'autre, quoi. Mmh. Et donc du coup, voilà. Ça, c'est le Network Load Balancing. Chacun va broadcaster, c'est le bordel. Pensez surtout à l'isoler sur un switch complètement indépendant qui lui-même est potentiellement sur un autre switch où il y a tous vos serveurs. Et dès que vous mettez le NLB, mettez-le tout seul. Donc ça, retenez bien, ça va être pour les serveurs web, c'est pour les serveurs qui ont les mêmes données à gauche et à droite. Donc c'est pour les serveurs dits frontaux. Après, des serveurs web où il y a des données statiques, c'est pratiquement... ça n'existe presque plus, quand même. Ouais, t'as quand même tes pages d'accueil, quoi. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, t'as quand même le contenu pour faire du PHP, il faut quand même ta page qui va faire... Oui, bien sûr. Donc du coup, toute cette partie, j'allais dire, front-end, puisque c'est vraiment ça qu'on va l'appeler la partie front-end pour j'allais dire, récupérer les données des petits utilisateurs. Donc ça, vous pouvez le configurer, donc j'avais dit en load balancing, mais vous pouvez aussi vous dire, tiens, je vais mettre 100% de la charge sur le premier serveur. Imaginons que votre second serveur est bien moins puissant et que vous voulez vraiment l'utiliser que pour un service minimum, vous pouvez dire, je mets à 100% sur le premier serveur, et si le premier n'est plus du tout accessible, et en fait le deuxième va reprendre, j'allais dire, va commencer à broadcaster à sa place, quoi. Et donc du coup ça permet de faire de la répartition de charge, mais également de la tolérance aux pannes, entre guillemets. Donc ça c'est le service pas cher, complètement intégré dans Windows Server. Et la grosse recommandation, typiquement chez nous on n'utilise clairement pas ça, chez aucun client on utilise ça, à part les petits, voilà, comme je dis, à partir du moment où vous arrivez à isoler tout ça. Sinon on utilise une boîte qu'on va appeler le HLB. Le HLB, c'est pour Hardware Load Balancer. Donc là, c'est du matos que vous allez acheter qui va faire cette répartition de charge. Et donc du coup, vous spécifiez directement au niveau du HLB, voilà mes deux serveurs qui vont travailler ensemble, tac, celui-là, et répartis la charge, toi, entre les deux. Même pas besoin d'avoir une IP commune entre ces deux machines, parce qu'il suffit de dire au HLB, voilà, c'est ces deux adresses IP, et tu vas me rediriger le trafic sur ces deux, de manière, en fonction des pourcentages qu'on a définis exactement comme le NLB. Mais dis-moi, Jomi, il y a un problème dans ton histoire? Dis-moi tout. Mais si on perd c'est ça, si on perd le HLB, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Effectivement, si plus de HLB, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Bah ouais, mais bon, du coup, c'est bien ta solution de dispo, mais elle est pas très haute dispo quand même, moi je trouve. Parler des serveurs, mais après, effectivement, on peut avoir de la haute dispo sur les HLB aussi. Bon, alors. Donc, du coup, alors tout va bien. Après, on peut remonter effectivement un petit peu plus haut. Alors, il faut voir comment on a configuré nos HLB. Il faut voir aussi si les HLB peuvent faire le travail j'allais dire le même travail au-dessus, c'est-à-dire se répartir eux-mêmes la charge. Sinon, après, rien ne nous mais là, empêche. on n'en finit plus. S'ils se répartissent la charge et qu'on remet un HLB au-dessus, on s'en sort plus. On peut. On peut faire des successions. Sinon, après, il y a également le mode, puisque du coup, si on remonte comme ça, tu peux aller jusqu'à ta box. En mode, si t'as plus de connexion internet, c'est chiant. C'est pour ça qu'on met 2 connexions internet. Exactement. Donc, si admettons on met 2 connexions internet, ça c'est on va dire des modems,
tac, on va mettre notre HLB1 ici, tac, un HLB ici, nos petits serveurs, tac, en dessous. Putain, je dessine de plus en plus mal, c'est magnifique. Tac. En fait, tu fais des bonhommes. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est modem, HLB et les serveurs qui sont en dessous. Des bonhommes 56K, n'est-ce pas hein? Ils sont magnifiques, tu peux te faire un petit nombril au milieu. Et sinon, et après, tu peux également te dire, est-ce que je peux répartir la charge entre ces différents modems? Eh ben oui, on peut prendre des services, mais dans ce cas-là, ça va pas être des services qui vont être hébergés chez toi, mais on peut prendre des services, par exemple, chez Microsoft, nous on a un truc qui s'appelle le Traffic Manager. Bon, allez, on va mettre TM pour Traffic Manager, ça va être trop long à écrire. Le Traffic Manager, en fait, c'est tout simplement, j'allais dire un hardware load balancer, mais hébergé et en haute disponibilité directement dans le cloud. Donc quand tu arrives, en gros, à tes utilisateurs, tu vas donner l'adresse IP. Enfin, tu vas donner dans ton DNS public, tu vas donner l'adresse IP du Traffic Manager, et le Traffic Manager va pouvoir faire exactement la même chose avec des petites capacités en plus, à savoir te rediriger un coup là, ou un coup là, un coup à droite ou un coup à gauche, ou que sur le 1 en attendant que le 2 crache, ou également préciser, par exemple, s'il y a un utilisateur qui est au Brésil et tu as des serveurs au Brésil, de rediriger le trafic au plus proche de l'utilisateur. C'est ce que fait entre autres aussi le célèbre service Cloudflare. Ouais, voilà. Donc ça c'est des choses à considérer. Le Traffic Manager chez un hébergeur X ou Y, deux connexions internet. Là j'ai tout redondé, mais on pourrait très bien imaginer que c'est juste deux connexions internet qui pointent sur le même. Voilà. Vous voyez un petit peu si vous êtes chez Free, par exemple, je vous recommande de prendre plusieurs choses. Et après, en tant que professionnel, il n'y a pas forcément grand monde qui va s'appuyer sur des lignes Free pour... Je sais pas s'ils ont une partie vraiment pro Free pour... Si, c'est depuis peu, ouais, ça fait 6 mois, quelque chose comme ça. Ok, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas Rémi pour nous en dire un mot peut-être une prochaine fois. Donc ça, c'est la partie... Est-ce qu'il y a des questions déjà, les gens, là-dessus? Sur la partie NLB, HLB, Traffic Manager? Pour toi, c'est clair, mon petit Lemmings? Ou t'as des petites choses à rajouter? Très clair, très clair. C'est toujours intéressant de découvrir qu'il existe des choses que je ne connaissais pas. Mais il y a l'équivalent, évidemment, sous Linux, mais j'ai jamais trop pratiqué. Alors, je sais qu'on a entre autres HAProxy qui fait un peu l'équivalent de... Alors, je sais pas si c'est proche plus d'HLB. Ouais, si, fatalement. Mais je sais pas exactement comment il travaille. Je sais... Il me semblait qu'il gérait une adresse IP virtuelle commune et qu'elle était que sur un des deux à la fois, que un des deux serveurs assurait cette IP là, et que s'il voyait que à un moment l'autre répondait pas, l'IP bascule, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais trop testé. Oui, alors attends, par contre tu fais bien de le préciser, le HLB c'est en gros, ça peut être des routeurs, des appliances, enfin vraiment du matos qui va faire ça, mais ça peut être également potentiellement un logiciel que vous allez installer sur un Linux ou un Windows. Par exemple, chez Microsoft, on avait des produits comme TMG, UAG, c'était Thread Management Gateway et Unified Access Gateway qui permettaient de faire ce truc. Est-ce que du coup on disait que c'était des HLB? Quelque part, peut-être. Mais voilà. Retenez simplement que, de toute façon, même sur une appliance, une petite boîte, de toute façon, c'est des logiciels qui sont dessus, il faut les maintenir à jour, tout ça. Mais si vous prenez quelque chose qui fait que ça dans sa vie, voilà, il y a moins de chances qu'il tombe en panne à cause d'autre chose, si je puis dire. On limite la casse. En tout cas, comme vous l'aurez compris, faire de la haute disponibilité, se prémunir des pannes, c'est possible, mais c'est compliqué et ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que plus on doit doubler, plus ça coûte 2 fois plus cher fatalement, au minimum quand on doit rajouter des solutions pour tout redonder, quoi. Ouais, il y a Elodie qui te pose la petite question, donc le HLB c'est pas que du hardware. En fait, le HLB de base, c'est quand même du logiciel sur du hardware, mais on peut le résumer par c'est du logiciel qui va faire que ça. Voilà. Et on a la confirmation de Gatien qui nous dit bien que HAProxy c'est un heartbeat, donc effectivement ça veut dire qu'ils échangent à intervalles réguliers des messages entre eux, et si l'un n'entend plus l'autre, et ils considèrent que du coup il faut reprendre la main, et donc il reprend l'IP virtuelle pour justement reprendre le service. Okay, ouais. Ce qui est très courant comme solution logicielle de achat, quoi, ce genre de solution. Ouais, justement, on va en parler de la partie Orbit. C'est entre autres comme ça que fonctionne la HA sur VMware. Chez nous aussi, pour pas mal de techno de cluster.
Après, on a les technologies de file share witness, mais on va en parler tout de suite. Tu vas voir, ça va être des petites choses relativement intéressantes aussi. En fait, soit tu fonctionnes avec le Heartbeat, soit tu fonctionnes avec un witness. En français, c'est Ouais, un un témoin. témoin, un témoin, ouais. Donc du coup, en gros, là, on a nos petits serveurs web. On est super content et on va parler exactement de ces petits sites dynamiques. Donc là, on a 2 serveurs web, on est content, on a notre répartition qui va à gauche et à droite. Mais si effectivement, dans le scénario de Lemmings qui disait, bah ouais, mais il n'y a pas que du dynamique. Alors, en général, du coup, quand on n'est pas que en dynamique, bah, qu'est-ce qu'on a derrière nos serveurs web? On a une base de données. Alors là, c'était mon moment préféré. On va faire un peu de 3D. Tac. Voilà, ça c'est une base de données. Vous plaignez pas. Donc du coup, en gros, quand on a une base de données, aujourd'hui que ça soit je parle pas forcément de la partie Oracle, puisque je maîtrise pas forcément les tenants et aboutissants, je vais parler de la partie SQL, ou MySQL, ça marchera pareil. Sur la partie, on va avoir toutes nos petites chaînes de connexion qui vont pointer sur notre petit serveur. Tac. Donc là, on a de la répartition de charges sur les web. Alors là, j'en ai mis que 2, mais on peut en avoir plein. On a une base de données derrière, mais il faut bien comprendre que si notre base de données crash, bah, nos serveurs web ils peuvent afficher la première page d'accueil, mais voilà. Quand vous allez rentrer vos identifiants de connexion, pour les vérifier, il faut aller vérifier en base de données, elle est plus accessible. Pour afficher tous vos profils, vos photos, voilà, tout ce qui est en relation avec vous, tout est stocké dans la base de données. Donc si votre base de données elle casse, pour une raison X ou Y, en fait vous avez absolument plus rien. Donc donner de la haute disponibilité à une base de données, c'est très important également. Donc du coup, on va mettre une deuxième base de données. Tac. Voilà. Et là, comment on va faire? Et en fait, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le cluster. Alors, il y a plusieurs manières de faire du cluster. Les choses ont évolué avec le temps. On va parler de la plus vieille qu'on utilise quasiment plus, qui consistait, donc du coup, c'est ce qu'on appelait à l'époque un cluster MSCS. Tac. Et Microsoft Cluster Service. Le MSCS, en gros, le but du jeu, c'était tout simplement de dire tout ça. Alors, on va avoir par exemple une base de données. Donc ça, c'est notre base de données, mais dans une base de données, on va pouvoir créer des bases de données. Donc ça, c'est pas une base de données, c'est ce qu'on appelle un SGBD. Tac, pour prendre les vrais termes, c'est un système de gestion de bases de données. Et dans un système de gestion de bases de données, on a des bases de données. Donc là, je peux avoir la base de données de mon site, la base de données d'un autre site, voilà. Vous mettez autant de petits ronds que vous voulez. Et donc du coup, cette base de données, tac, on va la voir comme une ressource. Je vais la mettre je vais pouvoir dire, tiens, elle est clusterisée, je la mets dans mon cluster MSCS. Et le cluster MSCS, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, il n'y a pas de notion de réplication à ce niveau-là. On ne peut pas répliquer la base de données. Donc du coup, ce qu'on faisait, à l'époque, c'est qu'on mettait un autre serveur, par exemple un serveur de fichiers, et cette base de données, au lieu d'être sur notre SGBD 1, bon, et là c'est le SGBD 2, en fait on va tout simplement la déplacer, tac, de là à là. Et on la met ici. Donc notre base de données est sur un serveur de fichiers. Je vais mettre file server ici. Tac. Et donc du coup, vos serveurs SGBD 1 et SGBD 2, eux, ils vont simplement gérer le service de base de données. Mais par contre, c'est pas eux qui stockent la base de données. L'intérêt de la chose, c'est tout simplement que la base de données est sur ce petit serveur, que lui, hop, je vais l'effacer ici, tac, lui, il va tout simplement prendre la main sur cette base de données, et le serveur 2, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il y a 2 manières de fonctionner. La première manière, c'est, je vais essayer de prendre la main dessus de manière fréquente. Si j'y arrive pas, ça veut dire qu'elle est utilisée par le 1. Et le jour où le 1, par exemple la connexion ici est cassée, et que je peux prendre la main dessus, ça veut dire que le 1 n'est plus là, et donc du coup, c'est à moi de reprendre la main. Et donc du coup, si c'est le serveur 2 qui gère la base de données, le cluster MSCS, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ce service de cluster de Microsoft, il va être capable de rediriger l'adresse IP qui est à la base pointée sur le SGBD1. Il va rediriger cette adresse IP sur le SGBD2. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne de connexion qui est écrite au niveau des serveurs web, par exemple, vous avez mis SGBD1 à la base parce que vous aviez qu'un seul serveur, le but c'est de virer SGBD1, d'être complètement agnostique, donc de ne pas prendre en compte le nom du vrai serveur, mais de changer le nom de la chaîne de connexion et de mettre par exemple cluster SQL ou cluster SGBD comme vous voulez. Et ce qui fait que du coup, ce nouveau nom, on va pouvoir le rediriger comme on veut du serveur 1 au serveur 2 en étant complètement agnostique au vrai nom du serveur entre guillemets. Donc voilà, ça, dans la chaîne de connexion, on va se récupérer donc du coup le nom
du serveur virtuel, de l'instance du cluster, qui pourrait être redirigée du serveur 1 au serveur 2 de manière totalement transparente. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est notre base de données, elle est sur un autre serveur, FS. Donc si le SGBD1 ou SGBD2 crash, c'était pas grave, ça continuera, on pourra continuer à puiser dans les fichiers de base de données qui sont sur le file server. Par contre, maintenant, il faut se dire, mais si le serveur de fichiers il crash, on n'a plus de base de données. Autant au début, on a de la haute dispo par rapport au service de base de données, mais on n'a pas de haute dispo sur les données en elles-mêmes. Et donc du coup, le but du jeu, ça va tout simplement être de rajouter un deuxième serveur et d'utiliser une technologie de réplication. Tac, pour que cette base de données se retrouve aussi bien à gauche que à droite. Mon rouge à la forêt, là, parfait. Tac. Et ça, à l'époque, on utilisait ce qu'on appelait des baies, tout simplement. Donc il y avait des gros constructeurs de baies, style IBM, Bull et autres. Et déjà une baie, ça coûtait très cher, puisque le but du jeu, c'était d'avoir un maximum de raids, tous les raids dont on a parlé tout à l'heure, avec plein de disques dans tous les sens. Et donc du coup, il fallait acheter une deuxième baie, qui était exactement pareil, avec les mêmes performances. Donc déjà, ça coûtait très cher. Dommage que tu sois allé aussi vite, j'allais faire une bonne vanne. Qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une baie de stockage ? 2 baies de stockage. Exactement. Et là, t'en as besoin de 2. Et en plus, t'as besoin d'un soft pour répliquer entre les deux. Parce qu'en général, c'est pas inclus. Donc, ça te coûte 2 fois les baies, plus le module de réplication. Ouais, et moi j'ai déjà vu des modules de réplication de baie qui valaient presque plus cher de la baie. Ouais, je te confirme. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour 2 baies de disque avec une volumétrie, mettons, assez modeste, de, mettons, 4 Tera par exemple, on est aux alentours des 50 000 euros, quoi, quelque chose comme ça, 50-60 000 euros. Attends, juste une petite parenthèse, dans le chat ils disent qu'ils voient plus. C'est bon, c'est réparé. Ah, c'est bon ? Ok, d'accord. Donc c'est bon, vous avez pu suivre le petit cluster MS... Ah, il manque une lettre. C'est pas MCS, c'est MSCS. Voilà, c'est important. Donc voilà. Donc effectivement, les logiciels de réplication de baies, une blinde, tout ça, ça coûtait très cher. Et donc du coup, à un moment donné, on s'est dit, bon, on a quand même des développeurs, on va les utiliser pour faire quelque chose de bien. Et donc du coup, on a changé le modèle. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par c'est-à-dire du stockage tiers. Tac. On a tout simplement simplifié en prenant notre magnifique base de données, tac, et notre deuxième base de données, tac, et en répliquant directement les bases de données qui sont ici et ici sur l'autre SGBD, tac, là et là. Et ça, sur SQL, donc du coup c'est totalement intégré, et ça s'appelle du Database Availability Group. Voilà, le DAG. Le DAG, ça permet tout simplement de répliquer bit par bit l'intégralité des bases de données comprises dans nos SGBD. Et après, on peut jouer de manière différente, c'est-à-dire que, on va parler d'autres technos. Alors ça, c'est le DAG, c'est la plus puissante, on va dire, puisque c'est vraiment real-time, tout ça. S'il y en a un qui casse, tac, ça bascule automatiquement sur l'autre. Alors, le mieux là-dedans, quand on utilise cette réplication en temps réel, c'est d'avoir des grosses cartes complètement dédiées pour la communication entre les deux machines. D'accord ? C'est vraiment important d'avoir un gros truc, un gros câble pour que tout booste bien, qu'il soit complètement indépendant, j'allais dire, du switch qui est là-haut et qui permet la communication avec nos différents web serveurs. Également, du coup, il faut considérer une petite chose, c'est que dans ce scénario-là, si admettons, ce n'est pas si le premier serveur crash, le deuxième va reprendre, parce qu'effectivement il n'arrivera plus à communiquer avec lui, mais il faut bien comprendre une petite chose, c'est que potentiellement, le problème de communication, c'est pas que le serveur 1, il est mort. C'est potentiellement que la communication entre les deux serveurs est morte. Donc celui-là, le premier serveur, est toujours actif, mais le serveur B, il se dit, j'arrive plus à communiquer avec le premier, donc c'est qu'il est forcément mort. Donc je vais m'activer aussi. Donc à un instant T, vous pouvez avoir vos deux serveurs qui sont activés en même temps et qui prennent plus en compte, qui se considèrent comme maîtres, et qui prennent plus en compte potentiellement les potentielles modifications qui seraient faites à gauche ou à droite. Donc ça, c'est le pire cas. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, pour pallier à ça, on va jouer avec un petit quelque chose qui s'appelle un témoin. Donc en fait, c'est tout simplement le witness en anglais. Et dans toutes les documentations, ce sera plus simple pour travailler avec. C'est ce qu'on appelle le file... le witness, ça prend plusieurs formes. Ça peut être une autre base de données, ça peut être également un pauvre fichier qui est stocké sur un serveur de fichiers.
qu'on appellera le file share witness. Et en gros, le but du jeu, c'est simplement d'avoir un petit fichier ici, tac, et que, comme tout à l'heure, avec le MSS, que le serveur A prenne la main sur ce fichier, et quand bien même la communication entre les deux est morte et que tout le monde croit que c'est l'autre qui est mort et donc du coup tout le monde est actif, on va quand même faire un autre petit check, c'est le serveur B, il va checker, est-ce que je peux prendre le fichier qui est sur un autre serveur? Si oui, ça veut dire que le serveur A est vraiment mort. Sinon, ça veut dire que, bah non, en fait, je peux plus communiquer avec lui, mais qu'il est toujours en vie. Et donc, du coup, je vais pas m'activer. Mais c'est aussi parce que dans la théorie des systèmes distribués, quand on commence à faire du réseau, enfin des applications qui tournent sur plusieurs machines, tout simplement, on ne peut pas décider à deux. Ce n'est pas possible. Parce que quand on est deux, bah si moi je suis pas d'accord avec toi, bah il y a personne qui nous arbitre. Donc il nous faut un arbitre, il nous faut un troisième qui puisse dire bah moi je suis d'accord avec lui ou je suis d'accord avec lui et qui fait pencher la balance d'un des deux côtés. C'est pour ça qu'il nous faut forcément être trois minimum pour pouvoir décider correctement. D'ailleurs, un petit point qui est important pour rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. En fait, il y a plein de gens qui vous parleront de actif-actif. C'est-à-dire que deux serveurs vont fonctionner en même temps. Alors sur les bases de données, du moins du côté Microsoft, je sais pas si quelqu'un fait un autre truc magique à côté, mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de l'actif-passif croisé. C'est-à-dire que le serveur A, il est actif parce qu'on va dire qu'il va gérer, je vais changer de couleur, qu'on va prendre du vert, il va gérer cette base de données ici. Et donc du coup, cette même base de données, de l'autre côté, je vais mettre le pendant en rouge, elle est off, celle-là. Tac. Mais par contre, le deuxième serveur, la deuxième base de données, donc une base de données complètement différente, elle peut être active sur ce serveur et donc du coup inactive ici, parce qu'on a la réplication. Et donc du coup, les deux serveurs seront actifs en même temps, mais pour une ressource, pour une base de données. Le serveur A, bah, le serveur 1 gère la base de données en verte, le serveur B gère la base de données en verte. Et si admettons le premier crash, hop, la base de données ici devient verte et il va gérer les deux. Et c'est ce qu'on appelle de l'actif-passif croisé. Ils ont chacun une base active, chacun une base passive. C'est à peu près clair? Et ça, c'est le DAG. Donc. Pas de questions là-dessus? C'est bon pour toi? Tu connaissais le DAG, la mix ou... Absolument pas du tout. Et voilà, bah ça c'est présent sur SQL Server. Ça tombe bien, Alors, j'utilise pas SQL Server. Mais n'empêche que ça tombe bien que ça existe. C'est toujours bien. Et du coup, tu as un équivalent, j'allais dire, sur Oracle. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs équivalents, mais que j'ai jamais utilisé parce que ça coûte 5 bras. Déjà qu'une licence Oracle, c'est à peu près 20 000 €, déjà, pour vous donner une idée. La licence Oracle Database. Donc les autres modules, si t'en veux deux, ça te coûte déjà deux fois le prix. Mais si en plus tu rajoutes les modules qui vont bien derrière, t'as un mécanisme dit... mince, je me souviens plus son nom maintenant. Enfin, t'as un mécanisme de réplication, enfin t'en as plein, t'as Oracle Streams, t'as Oracle, je sais plus comment il s'appelle, enfin t'en as un certain nombre, et donc t'as des mécanismes qui ressemblent à celui-là, et t'as bien sûr, ah oui, et puis t'as RAC, mais qui existait aussi, Oracle, qui était réellement de la haute dispo complète, quoi, où les deux sont actifs, mais c'est évidemment le truc le plus compliqué à mettre en place, c'est le plus cher, et en plus, qui a quand même quelques limitations, ou en tout cas dans les versions que j'avais utilisées, avait des limitations même plutôt sérieuses. Et ben, pour le coup, cette partie DAG, cette technologie de DAG, en fait, tu vas la retrouver donc du coup sur SQL, mais tu vas la retrouver également sur Exchange, les serveurs de messagerie de Microsoft. Ouais, d'accord. Donc, exactement la même chose. Donc tu vas avoir ton serveur qui va gérer les mailbox. Donc ça, c'est l'équivalent de la base de données. Ça va avoir ça, tu vas les mettre dans un DAG. Tac. Et au-dessus, tu vas avoir par exemple tes CAS, enfin tes serveurs qui vont gérer par exemple toute la partie webmail et autres, et les flux SMTP et autres, tout ce qui n'est pas à donner. Donc ça va être l'équivalent. Donc ça c'est la partie CAS, Client Access Server. Tac, tu vas mettre plusieurs CAS. Et donc du coup, on fait du NLB ou du HLB entre les deux, et derrière, effectivement, c'est du DAG. Donc on va taper le premier serveur ou le deuxième serveur en fonction de où on a mis nos bases de données de mail. Voilà, ça marchera exactement sur le même principe que SQL. Donc ça, c'est les petites, voilà, les deux grosses choses. Après, si on parle de serveur de fichiers, mais ça on en avait déjà parlé la dernière fois,
on a ce qu'on appelle donc ça, on a le serveur de fichier 1, serveur de fichier 2. Il y a plusieurs technologies de réplication. Alors ça, on a vu dans la partie création cours, là, on va poster le prochain cours sur DFSR. DFSR, c'est tout simplement le concept de dire, je vais répliquer des fichiers ou des volumes du serveur 1 sur le serveur B. Par contre, ces deux serveurs sont disponibles tout le temps en même temps. C'est-à-dire qu'on peut taper le serveur 1 comme le serveur 2, comme bon nous semble. Donc si, admettons, on est géographiquement dispersé, donc là, par exemple, on est à Paris, là, on est à Lille, tac, on peut répliquer les serveurs de l'un à l'autre. Alors d'ailleurs, s'il y a des modifications qui sont faites à Lille, elles peuvent être revenues côté Paris. Et chacun des utilisateurs peut travailler à gauche comme à droite. Alors le risque, quand on travaille avec DFSR, mais là, tac, DFSR, c'est tout simplement que, en fait, il n'y a pas de contrôle read-only. C'est-à-dire qu'en gros, si, admettons, quelqu'un travaille sur ce fichier, à gauche, et quelqu'un peut également travailler sur ce même fichier à droite. Et en fait, lorsqu'il y aura la synchronisation, en fait, il va devoir quand même se baser sur quelque chose pour dire quelle version je prends. Et en fait, c'est assez simple, il va prendre la dernière version modifiée. Donc si Elodie a travaillé toute la journée sur un fichier, moi j'arrive comme un connard le soir avant 18h, puisque mettons on a planifié la réplication à 18h, j'arrive à 18h, je peux prendre juste mon fichier, je rajoute une virgule sur le texte, du coup pas de Elodie, mais sur le texte original qui était dans le fichier, et c'est moi qui vais gagner. Et le fichier d'Elodie, il sera dans la corbeille DFSR. Ça nécessite d'avoir un administrateur qui intervienne pour pouvoir le récupérer. Parce que ce que tu n'as pas dit avant et qui est important, c'est qu'il existe principalement deux types de copies de réplication de données. C'est la réplication asynchrone, c'est-à-dire qu'on attend, qu'un côté réplique à un intervalle régulier, mais sans se préoccuper de savoir si l'autre a bien reçu et sans se préoccuper de savoir si quelque chose peut être modifié de l'autre côté. Et la réplication synchrone qui en gros fait que ça réplique en temps réel mais que du coup ça veut dire aussi que si l'autre n'est pas dispo n'a pas eu le temps de répliquer, ça attend jusqu'à ce qu'il veuille bien, quoi. Donc voilà, il y a les deux et puis ça dépend aussi du débit qu'on a derrière, quoi. Si on est prêt aussi si on a suffisamment de débit pour pouvoir faire du synchrone, quoi. Mais c'est les deux types de réplication. Et là, DFSR, c'est plutôt une espèce de réplication asynchrone. Ouais, c'est asynchrone. Hein. Typiquement, ça, c'est des choses qu'on a tendance à utiliser pour des sites distants. Ça évite à tous les... Par exemple, j'ai 10 pèlerins dans une succursale. Ils sont tous en VPN. Par exemple, ils sont dans le sud, sur une connexion toute pourrie. Bon, là, DFSR peut faire sens. Je vais répliquer le soir pour qu'ils aient un temps d'accès plus rapide. Et donc, du coup, la grosse recommandation qu'on se fait à ce niveau-là, c'est d'essayer de dire, on va limiter la surface de consommation des utilisateurs distants à des choses qui sont spécifiques pour eux, histoire qu'il n'y ait pas justement de conflit, avec, entre guillemets, le site principal, quoi. Donc, potentiellement, ici, toute la population de Paris, je peux me dire, tiens, sur tel bloc de fichiers, je vais plus les mettre en lecture seule. Et eux, par exemple, ce sera en écriture, en write, eux, ce sera en read, sur tel pool de fichiers, et inversement, par exemple, sur d'autres choses, quoi. Donc là, bien jouer avec les droits pour effectivement pas se dire, tiens, j'ai la moitié de l'équipe à gauche, la moitié de l'équipe à droite, ils bossent tous sur les mêmes fichiers. DFSR, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la bonne idée pour faire ça, quoi. Donc voilà, ça c'est la petite chose asynchrone. Après, sur les bases de données, j'ai pas forcément cité d'autres choses. Il y a des choses comme le log shipping, le database mirroring, mais c'est des choses qui commencent à prendre un petit peu d'âge, si je puis dire. Donc ça, c'est pour les choses principales. Je sais pas si on a des questions existentielles dans le chat. Non, pas du tout. Après, bon, alors, pour finir, sur la partie serveur de fichiers, donc on a la partie DFSR, intégrée dans Windows Server, tout ça, vous préférez jouer avec. Il y a un truc qui est assez sympathique avec cette partie DFSR, quand même. C'est quand on travaille avec des GPO, c'est des GPO conditionnels. Donc, par exemple, on peut dire... Par exemple, si tu as des lecteurs réseau à monter, si, admettons, il y a un utilisateur qui est à Lille, en fait, la GPO qui va s'appliquer sur lui, ça va être le chemin pour accéder à ce serveur de fichiers. Dès lors qu'il lira à Paris, il se récupérera la GPO pour consommer ce serveur de fichiers à gauche. Donc ça te permet de récupérer finalement l'environnement sur lequel tu es, en te basant par exemple sur des conditions telles que le range d'adresse IP, quoi. Donc ça, DFSR. Donc après, il y a une autre techno côté serveur de fichiers pour faire de la réplication simple, qui est utilisée un petit peu à toutes les sauces. C'est la partie SOFS. SOFS.
plus S2D. Donc le S2D, c'est pour Storage Space Direct. Si vous avez bien suivi sur la partie cluster tout à l'heure, en fait, la partie S2D, ça vous permet... cluster, la partie RAID, en gros, le S2D, ça vous permet, en gros, de faire du RAID logiciel, mais entre deux serveurs. Donc, en gros, vous pouvez avoir une grappe de disques qui n'est pas sur la même machine. Donc, vous pouvez faire du stripping, du mirroring entre les différentes machines, et ce qui permettra, donc, du coup, si la première machine crash, du coup, la deuxième a absolument toutes les données. Et la partie SOFS, en fait, c'est un petit peu le pendant de la partie cluster MSCS dont on parlait tout à l'heure. C'est lui qui va gérer, finalement, de savoir où sont les ressources et de basculer les gens sur le bon serveur. Sauf que le SOFS, il a une petite intelligence également, c'est qu'il vous permet de garder tout l'état de la connexion en cours. C'est-à-dire que si j'étais en train de, moi, utilisateur, par exemple, tac, j'arrive à lever ça, tac. Je suis un utilisateur, ici, je suis en train de copier, par exemple, ce fichier sur ma machine, et qu'au cours de la copie, ce serveur crash. Et en fait, on va pouvoir me rediriger sur l'autre serveur, mais en gardant l'état dans lequel j'étais. Donc savoir où j'en étais dans la copie et continuer la copie à partir de là. Donc le SOFS, en fait, c'est du cluster qu'on va mettre pour toutes les données qui sont consommées par des applications X ou Y dès que... Voilà, si c'est pas simple, ça marche pour le serveur de fichiers, mais si, admettons, il y a des petits fichiers de base de données X ou Y pour des petites applications, par exemple pour la comptabilité, Sage, j'en sais rien, et en fait, ça vous permet effectivement que ça soit complètement transparent et que vous tapiez pas une grosse erreur et que vous deviez relancer votre client pour se reconnecter sur la bonne machine, quoi. Voilà, ça c'est pour le petit tour rapide, j'allais dire, des solutions de dispo du côté Microsoft. Du coup on peut équilibrer avec des solutions ailleurs, par exemple parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec entre autres la virtualisation, qui est une des solutions de faire de la haute dispo pour des applis, on va dire, qu'ils ne le gèrent pas, ou quand on ne veut pas investir dans la partie applicative, ou qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la main, on a une appli qu'on n'a pas développée, c'est une boîte noire, on va dire, j'ai des petites captures que je peux vous montrer, et puis comme tu veux, sinon je peux faire vite fait le petit schéma, voilà, comment ça marche chez nous. Mais justement, comme ça on varie un peu les plaisirs. Oui, carrément. Donc sur VMware, on parle pour la solution vSphere, qui est vraiment la solution équivalent d'Hyper-V, donc la partie client-serveur, la partie serveur VMware. On a ce qu'on appelle des ESX, qui sont les serveurs sur lesquels on fait tourner nos machines virtuelles, ces machines virtuelles nécessitent normalement d'être stocké sur un stockage partagé. Alors ça c'est historiquement vrai, mais c'est un peu moins vrai avec les dernières versions. Mais pour l'instant, on peut considérer qu'il faut un stockage partagé pour stocker nos machines virtuelles. C'est-à-dire que physiquement, elles sont toutes stockées au même endroit, mais par contre, elles tournent à des endroits différents. D'accord. Et donc ce que VMware permet de faire, entre autres, c'est ce qu'ils appellent High Availability. Donc c'est la fonctionnalité qui permet chez eux de dire j'ai un serveur qui brûle, comme ils l'ont mis dans leur petite image. S'il brûle, le serveur Oracle qui est là et le serveur j'arrive pas à lire trop, Internet Server, voilà, ces deux serveurs là, il va les basculer automatiquement et les redémarrer automatiquement sur un des nœuds qui continue à fonctionner. Et pour faire ça, il va utiliser plusieurs choses. Entre autres, il va utiliser ce qu'on disait avant, un heartbeat grâce au stockage. C'est qu'il va chaque serveur va écrire à intervalles réguliers sur le stockage, sur des volumes de stockage particuliers, et ils vont échanger via le réseau aussi pour savoir qui est vivant et qui l'est pas. Si quelqu'un, quand on a détecté que quelqu'un est mort, les machines virtuelles sont redémarrées dans un délai assez court, puisque en gros il faut environ 30 secondes à 1 minute pour que la machine lance redémarrage et redémarre automatiquement. Sur VMware, il n'y avait pas un truc comme quoi ils peuvent faire de la réplication à chaud au niveau de la RAM aussi? Si, tout à fait. Alors déjà, on a maintenant, je monte dans les solutions parce que pour représenter d'autres, moi celle que j'ai toujours, qui existe depuis quasiment toujours,
C'est marrant qu'elles soient marquées en VMware confidentiel. Alors que ça me paraît pas confidentiel, mais bon. Bref. Ah si, parce que c'est le storage vMotion. Ok, bon. En fait, chez VMware, ils ont une solution qui s'appelle vMotion, globalement, qui existe depuis la version 3.5, donc qui date d'il y a plus de 15 ans, hein, et qui permet de faire en sorte que quand on a une machine virtuelle qui tourne physiquement quelque part, par exemple sur un serveur, il est capable de la déplacer dynamiquement sur un autre serveur sans aucun arrêt et sans qu'on ne s'aperçoive d'absolument que dalle. Donc comment il fait dans les faits, c'est que il va par le réseau faire une copie de ce qu'il a en mémoire, faire une copie alors de ce qu'il y a sur disque, c'est pas nécessaire si elle est sur le même espace de stockage. Si c'est pas le cas, il va faire ce qu'on appelle une snapshot, donc une image quoi. Il va dire à tel instant le disque qui ressemble à ça, je copie tout ce qu'il y a à cet instant-là, et il va copier après, une fois qu'il aura fini, juste la différence entre ce qu'il a copié la première fois et ce qui a changé entre-temps. Et à partir de là, la machine virtuelle pourra être déplacée et apparaîtra de l'autre côté. Et enfin, la dernière technologie qu'ils ont, qui s'appelle du coup Fault Tolerance, c'est comme le HA mais en beaucoup plus puissant, parce qu'en fait le HA, comme je le disais avant, ça redémarre la machine virtuelle. Là il n'y a pas de redémarrage. En fait ce qu'ils font, c'est que ils font tourner la machine virtuelle en parallèle sur deux serveurs. Mais une copie de la machine virtuelle est dite c'est un clone mais non actif, on va dire, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait à droite il le fait à gauche, mais la machine ne répond pas sur le réseau, elle est masquée, elle est invisible, et dès que le serveur principal est tombé en panne, automatiquement la machine qui tournait sur l'autre prend le relais, et en quelques secondes, enfin même pas quelques secondes, en quelques fractions de secondes, l'autre machine reprend exactement là où elle en était sans qu'on se soit rendu compte d'absolument rien du tout. Ah, c'est pas mal. Nous on a une solution comme ça aussi côté Microsoft sur la réplication à chaud entre guillemets, mais sauf que c'est plus pour de la planification. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la live migration, c'est mode tu penses redémarrer pour une raison X ou Y le serveur physique. Ça c'est vMotion. Ce que tu décris, ce chez VMware. Enfin, ouais, mais c'est pas en live, c'est toi qui le planifies, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, quand tu le planifies, le vMotion, c'est quand tu as besoin d'intervenir. Tu as besoin d'intervenir sur un serveur pour l'arrêter, pour physiquement faire quelque chose sur la machine. Tu migres tes machines via vMotion, et après tu as libéré ton serveur et tu peux faire ce que tu veux dessus. Ok. Ouais, mais on n'a pas le côté achat où ta machine, entre guillemets, tourne sur deux machines en même temps, quoi. Ça, nous, on ne l'a pas. Alors, Gatien, il dit qu'il aimerait bien voir ce que donne la achat en prod, comment sont gérées les redondances réseau sur les routeurs, par exemple. Alors ça utilise principalement, mais il y a plein de technos. La techno la plus utilisée, c'est attends, comment elle s'appelle, HRMRP ou quelque chose comme ça, où en gros chaque routeur a son IP, mais ils discutent entre eux pour négocier qui prend l'IP virtuel, et donc du coup quand il y a besoin, la personne, le routeur qui prend le relais, il prend l'IP virtuel et hop, c'est parti. VRRP, oui bien sûr, oui VRRP, pardon, ouais ça doit être ça. Il faut bien comprendre quand l'Emix dit IP virtuelle, en fait c'est une IP qui est pas assignée de base de manière fixe à une machine au niveau de sa carte réseau, mais elle est gérée par un autre périphérique, et que lui va comprendre comme l'adresse IP de ce nom virtuel, quoi. Comme je disais tout à l'heure pour SGBD qui représentait le 1 et le 2, on va mettre SGBD dans le DNS avec une adresse IP qui va représenter les deux autres machines, et après on va dire au cluster MSCS par exemple ou autre que c'est cette adresse IP virtuelle qui va falloir faire basculer de gauche à droite, quoi. Mais elle n'est pas attribuée de base à une machine. Ouais. C'est ça. Et alors ça marche pas mal, mais c'est pas non plus
Non, c'est très utilisé parce qu'il dit qu'il pensait que c'était utilisé qu'en labo. Non, pas du tout. Les gros opérateurs, c'est comme ça qu'ils fournissent la haute dispo justement. Moi qui suis, pour le travail client SFR et Bug, les deux utilisent du VRRP dans les deux cas. Et on a bien là le petit schéma de comment ça fonctionne. On a notre routeur 1 qui a une IP, notre routeur 2 qui a une IP. On a ce qu'ils ont appelé le routeur virtuel, mais qui en fait est juste une adresse, et cette adresse là elle peut basculer d'un routeur à l'autre, et derrière notre équipement qui est notre poste client, lui il utilise l'adresse virtuelle dès qu'il a besoin d'accéder à quelque chose, et il se préoccupe pas finalement de l'adresse physique du routeur 1 ou du routeur 2, c'est pas son problème. Voilà. Yes. Et d'ailleurs, si on peut aborder juste un tout petit point aussi, puisque ça va un peu dans la haute dispo, si je puis dire, enfin, faut le dire rapidement, c'est un peu les problèmes que des développeurs. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a mis toutes les solutions de dispo dans tous les sens, on est super content, d'un point de vue système, on est au top, mais effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un développeur qui nous fasse de la merde. Et le cas échéant, en fait... Ça n'arrive jamais. On n'a peut-être pas les mêmes développeurs. Mais pour le coup, effectivement, bien penser à faire en sorte que le développeur en général, il va commencer à développer sur sa machine, mais lui mettre un serveur de test à disposition. Et une fois qu'il a fait tous ses tests, on va faire un déploiement sur ce qu'on appelle une ferme de staging. En gros, c'est la partie, c'est une ferme qui va être en gros, on va dire, il y a la staging, alors stage test, staging, pré-prod, prod. En gros, au minimum du minimum, au moins avoir un serveur qui ressemble exactement trait pour trait à la production. Et faire un déploiement test dessus, faire toutes nos batteries de test, et valider que tout le déploiement s'est bien passé, qu'il y a zéro problème, et vraiment travailler sur une réplique exacte. Et c'est pour ça les machines virtuelles, c'est assez pratique, parce qu'effectivement on peut se faire un petit réplica, retirer le réplica, la démarrer dans un environnement isolé, faire nos tests, et une fois qu'on a tout validé, effectivement, faire le déploiement par la suite sur la production. Mais pas genre partir directement de « j'ai fait mon développement, hop, le pousse directement sur la prod, et puis Inch'Allah, quoi ». Ça, c'est un petit point pour nos amis développeurs, essayer d'avoir un réplica de votre production pour faire un test de déploiement. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que nous avons? J'ai loupé des choses dans le chat. Ok, merci, blablabla. Non, effectivement, c'est pas étudiable. Au final, ça reste assez facile à mettre en place et c'est tout de même ultra pratique. Ouais, ces technos-là, elles sont pas fortes. De toute façon, tout est hyper bien documenté. C'est des technos qui ont un petit peu de passif, si je puis dire. Donc tu trouveras vite effectivement les documentations pour le mettre en place, ça se met bien. Et puis le problème étant souvent pas trop de le mettre en place, mais plutôt de savoir le maintenir et bien maîtriser les cas de panne, de reprise, par exemple j'ai perdu un nœud, qu'est-ce que je fais quand je remets en service, quoi, par exemple. C'est plus sur ce genre de choses où ça devient un peu plus subtil et où c'est pas forcément toujours bien documenté et où il faut faire plus attention. Et puis surtout, il faut toujours tester avant de mettre en place ce genre de système, vérifier que si je le simule, enfin pas si je le simule, mais si je le teste vraiment, si je coupe réellement une machine, est-ce que ça bascule bien, quoi, parce que si déjà j'ai un système, autant qu'il marche, quoi. C'est pas, ça a l'air con comme ça, mais c'est important. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bascule, on va parler un peu puisque là, on était un peu sur les plans de continuité, en mode, voilà, il y a un truc qui crache, mais le service continue. On peut se faire un petit point sur les PRA, du coup, les plans de reprise d'activité. Est-ce qu'on se garderait pas ça pour la semaine prochaine? Comme ça, on se fait une petite session aujourd'hui, et puis on se fait la suite la semaine prochaine. Comme ça, on a... Ça me va, c'est bien. Une heure, je pense qu'on est bien. Après, de toute façon, tout le monde est un peu fatigué de nous écouter, nous-mêmes, on se fatigue de s'écouter soi-même. Bon, en tout cas, j'espère que les gens dans le chat, ça vous a plu, que vous avez appris deux, trois petites choses au détour d'une phrase, et puis on remet ça la semaine prochaine pour la suite. Voilà. Et dans 15 jours, on changera de sujet pour un peu que ce soit autre chose, et on parlera d'open data et de Minecraft. Les deux ensemble, bien sûr. Voilà, et après, si vous avez des idées de sujets pour les prochaines fois, n'hésitez pas, on pourra parler de containers, de tout en fait.
Et, On balance des sujets, des choses que vous avez entendu parler et que vous voulez un petit peu éclaircir. et puis si on est complètement fou et qu'on trouve le temps, par exemple ce week-end, il se pourrait qu'on s'amuse avec des serveurs Windows 2022, c'est ça? Yes. Ah bah on pourrait se faire un full déploiement Windows Server 2022 et Windows 11 qui est sorti maintenant officiellement. Mais est-ce qu'on peut le déployer sur du Proxmox et sur ça soit drôle? Sûrement après côté support on n'y est pas hein, mais... Ah bah le support on s'en fout, c'est un lab. Mais ouais, sinon on peut se faire des sessions de déploiement si ça vous intéresse. On peut se faire des petites sessions de déploiement live sur l'infra de Linux. Mon serveur est prêt, il est chaud, il y a ces deux CPU qui sont prêts, 64 Go de RAM, on est bon. Eh ben nickel. Eh ben écoute, ouais, on peut se prévoir ça une fois où on n'a pas forcément de sujet, on se fait un petit déploiement. Oui, bien sûr. Quand tu veux. Hein. Bah en tous les cas, ça a l'air d'intéresser du monde, donc effectivement, on en fera, c'est sûr. Y a pas de souci. D'ailleurs, juste au passage, pour patienter, j'ai déjà mis quelques déploiements justement d'Hyper-V en mode core, d'Active Directory en mode core, tout ça, en mode best practice qui vont bien sur la chaîne YouTube. Donc je vois que Gatien, t'as l'air intéressé par les déploiements, n'hésite pas à y faire un tour, comme ça tu prendras de l'avance. Là, tu verras comment ça se passe en 2019 et avec les mix, on va tout mettre à jour en mode full 2022 quoi. Et bah écoutez, en attendant, du coup, on va se souhaiter la bonne soirée. Et puis, Ceux qui veulent continuer à papoter, je vais me prendre une bière dans le chat Discord. N'hésitez pas à passer pour les questions. c'est ça. Et puis, ben, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Et puis pour la semaine d'après, on sera sur un autre sujet. Voilà. Bonne soirée à tous. C'était un plaisir les mix. Et À ben, bientôt. comme d'hab, à bientôt. Bonne soirée. Ciao ciao. Ciao.